Vous savez, parfois, il suffit d'un seul document pour ouvrir une fenêtre sur le passé. Et celui qu'on va explorer aujourd'hui, c'est une vraie pépite. On va décortiquer ensemble la structure du pouvoir dans une ville française du XVIIe siècle, Landerneau, en se basant sur un unique procès-verbal. C'est une plongée fascinante au cœur de la naissance d'une élite. Et vous allez voir, ça va bien au-delà d'une simple histoire de notable. Tout commence avec cette phrase, tirée des archives. C'est notre point de départ, notre clé d'entrée. Elle liste les participants, bref, tous les hommes qui pèsent à Landerneau à ce moment précis. Mais attention, ce ne sont pas juste des noms alignés sur un vieux papier. En creusant un peu, qui sont ces gens? Que font-ils? Et surtout, quels sont leurs liens? C'est là qu'on va voir se dessiner le vrai visage du pouvoir. Bon, alors on y va? On remonte le temps ensemble. Voilà notre programme. D'abord, on va poser le décor économique, comprendre d'où vient la richesse de la ville. Puis, on identifiera les détenteurs du pouvoir politique et ceux de la richesse commerciale. Ensuite, et c'est là que ça devient passionnant, on verra comment ces demandes s'entremêlent pour finir par assister à la naissance d'une nouvelle classe dirigeante. Un vrai jeu de pouvoir en 5 actes. Allez, on commence par le nerf de la guerre. L'argent. Et oui, pour savoir qui tient les rênes, il faut suivre l'argent. Et à Landerneau, au début du XVIIe siècle, les affaires sont particulièrement florissantes. La prospérité de Landerneau, elle vient de sa position en or. La ville est le point de ralliement pour le commerce des fameuses toiles de lin du Léon, un produit de luxe qui s'exporte partout en Europe. C'est aussi un port super important pour l'importation de vin. Franchement, il faut s'imaginer l'ambiance. Un port qui grouille de monde, des bateaux qui arrivent, qui repartent. Et tout ce business qui converge vers la halle, le véritable cœur économique de la ville. Mais attention, tout n'était pas rose. Cette lettre d'un marchand, Vincent Corbet, nous le rappelle bien. La vie commerciale était super instable. Le prix du blé qui flambe, une guerre qui éclate, les dangers en mer, tout pouvait faire capoter les affaires. Pour réussir, il fallait pas seulement de l'argent, il fallait avoir les reins solides, du cran et surtout un bon carnet d'adresses. Ok, on a vu d'où vient l'argent. Maintenant, qui sont ceux qui font la loi? Parce qu'à côté des marchands, il y a ceux qui rendent la justice et qui gèrent la ville au nom du pouvoir en place, les magistrats. Alors là, ce tableau, c'est une véritable pépite. C'est comme une radio du pouvoir de l'époque. La valeur d'un office, ce n'est pas un salaire, c'est le prix qu'il fallait payer pour l'acheter. Et plus c'est cher, plus c'est prestigieux. Regardez un peu ça. L'office de sénéchal, le big boss, vaut 15 000 livres. Un simple notaire, 100 livres. Le calcul est vite fait, c'est 150 fois plus. La hiérarchie, elle n'est pas juste symbolique, elle est cash. Et tout en haut de cette pyramide, on trouve qui? Alain de Tromelin, c'est lui, le sénéchal. Son nom est tout en haut de la liste de 1633. Et ce n'est pas un hasard. Il représente l'autorité suprême, le pouvoir légal dans ce qu'il a de plus officiel. Juste en dessous, un autre personnage clé de notre assemblée, Charles Laridon, le bailli. C'est le deuxième juge. En gros, ces deux-là, Tromelin et Laridon, ce sont les boss du game politique et judiciaire de la ville. Bon, maintenant qu'on a vu le pouvoir officiel, passons à l'autre pôle de pouvoir, celui de l'argent. Qui sont les familles qui font tourner la boutique à Landerneau? Et là, accrochez-vous bien, parce qu'on entre dans l'univers des grandes dynasties qui brassent de l'or. On a plusieurs grosses familles qui sortent du lot, et chacune a sa spécialité si on veut. Il y a les Corans, les rois du lin, les Dirop et les Brennol, qui sont les maîtres des mers. Et puis les Locholen, un peu les aventuriers du commerce international. Pour vous donner une idée de la puissance de ces marchands, l'exemple des Corans est juste parfait. Leur influence est tellement énorme qu'ils se font accuser de créer un marché noir, d'acheter les toiles en pleine nuit, avant même qu'elles arrivent sur le marché officiel. Vous imaginez le truc? Ils ne jouent pas avec les règles, ils essaient de créer leurs propres règles du jeu. Là, il n'y a pas besoin de longs discours, les chiffres suffisent. Le bateau de François Diraud, l'Espérance, on parle de 225 ballots de lin exportés en un seul voyage. C'est juste gigantesque pour l'époque. Et au retour, quelques mois plus tard, 64 tonneaux de vin. On n'est pas dans la petite épicerie du coin là, c'est du commerce international qui brasse des fortunes. Et attention, ce pouvoir économique, il ne date pas d'hier. Les Brenniols, par exemple, ça fait des générations qu'ils sont dans le business maritime. Une archive de 1558 nous montre qu'ils avaient déjà un capital énorme, au point de perdre une fortune dans une attaque de pirates, pour finalement se relever et reconstruire leur business. C'est ce qu'on appelle de l'argent ancien, du capital qui a de la bouteille. On a donc d'un côté les juges, le pouvoir officiel, et de l'autre les businessmen, le pouvoir économique. On pourrait croire que ce sont deux mondes à part, qui se regardent en chiens de faïence. Mais en fait, pas du tout. La vraie question c'est comment ces deux mondes interagissent. Est-ce qu'ils étaient en compétition ou bien est-ce qu'ils formaient deux groupes bien distincts au sommet de la société?
La réponse, elle est passionnante. Et pour la trouver, il faut fouiller dans les vieilles archives, les registres de mariage, de baptême, c'est là que tout se joue. Parce qu'en fait, ces deux mondes sont complètement imbriqués l'un dans l'autre. Leurs sources de pouvoir sont différents, c'est vrai, le titre d'un côté, le capital de l'autre, mais ils avaient une arme secrète, un outil surpuissant pour fusionner, le mariage stratégique. C'est ça le vrai ciment de leur pouvoir, c'est là que toutes les frontières s'effacent. Prenons un cas d'école, la famille Les Pontois. Le père, Guillaume, est un gros bonnet de la finance. Et regardez le plan machiavélique, ou plutôt génial, qu'il met en place avec ses enfants. Une fille épouse un magistrat. Un fils épouse la fille d'un grand marchand. Et une autre fille épouse le fils d'un administrateur de la ville. Bim! En une génération, il a créé un réseau de dingues qui connecte la finance, la justice, le commerce, l'administration. C'est imparable. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les mariages. Les liens se renforcent aussi grâce au parrainage, qui était un engagement social et religieux ultra fort à l'époque. Le grand marchand Jean Courant devient parrain de la fille du sénéchal de Tromelin, le juge Charles Laridon devient parrain de la fille d'un autre marchand. Chaque baptême, en fait, c'était une nouvelle occasion de sceller l'alliance entre les familles qui comptent. Alors, quel est le résultat de tout ça? De tous ces mariages, de tous ces parrainages, de toutes ces stratégies? Eh bien, le résultat, c'est l'émergence d'une toute nouvelle classe sociale, une force qui va tout diriger. Et c'est là que notre histoire prend vraiment tout son sens. Ce groupe, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie de Landorno. Mais attention, pas au sens où on l'entend parfois aujourd'hui. Là, c'est un groupe super cohérent, soudé par les liens du sang et les intérêts économiques, qui a réussi le tour de force de fusionner le pouvoir de la loi et celui de l'argent. Le résultat, c'est une force nouvelle et redoutable. Bien sûr, tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un processus qui s'est étalé sur des décennies. À la fin du XVIe siècle, les grandes fortunes marchandes se créent. En 1633, notre fameux document montre que les deux groupes gouvernent main dans la main. Et juste après, leurs enfants vont sceller ces alliances pour de bon avec des mariages, créant une sorte de super élite, une dynastie qui va tenir la ville pour des décennies. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Le vrai patron de Landorno, ce n'est pas le sénéchal, tout puissant qu'il soit, ni le marchand le plus riche. Non. Le vrai pouvoir, c'est ce réseau, cette toile tissée entre les familles. En combinant leurs forces, ils ont tout simplement verrouillé le système, contrôlant à la fois l'accès au pouvoir et à la richesse et façonnant la ville à leur image. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui va bien au-delà de la petite ville de Landerneau. L'histoire qu'on vient de voir n'est pas unique. C'est un modèle. Alors, comment ces élites, nées de la fusion du commerce et de la loi, ont-elles pu façonner la région pour les siècles à venir? Et surtout, est-ce que ce modèle, cette fusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique au sein de quelques familles, ne nous dit pas quelque chose sur notre propre époque? La question reste ouverte.